dans un nouvel épisode de l'Odyssée de l'Esprit. Alors, pour ce retour de vacances, je suis avec Chloé. Chloé que j'ai rencontrée donc au collège et qui aujourd'hui est sur Paris. Donc j'en ai profité pour, pour l'alpaguer dans le nouvel épisode. Alors je te laisse te présenter, Chloé. Eh bien, bonjour, moi c'est Chloé, du coup, sans surprise. Je suis revenue sur Paris pour un petit week-end pour revoir un peu tout le monde et parce que effectivement on avait parlé de faire un petit podcast ensemble et ça m'avait vraiment plu, enfin l'idée m'avait plu. Donc voilà, j'en profite. À la base, je suis venue là pour visiter un petit peu Paris et voir mes amis parce que j'ai habité 8 ans ici et en fait j'ai jamais rien fait en 8 ans ici. C'est honteux d'avoir jamais rien fait. J'ai passé mon week-end à faire du tourisme, à faire tous les musées là, en fait. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien être ici alors qu'en fait en 8 ans de ma vie avant je me suis jamais sentie bien. Ah ouais. Donc voilà, non là j'ai vraiment kiffé et ça me fait super plaisir du coup d'être là. Bah plaisir partagé, Bah, ouais. Franchement c'est une retrouvaille cool. Bah oui, après tant d'années, c'est vrai que c'est assez incroyable, Ouais, c'est assez inédit quand même. C'est clair que ça fait un moment. Ouais. Et pourquoi tu t'as pas visité Paris quand tu y étais hein? Je sais pas. C'est comme si j'avais jamais su m'y faire. Ouais. Je suis arrivée très jeune à Paris, j'avais pas encore 18 ans. Et en fait, je pense que j'avais à la fois super peur et à la fois j'étais très excitée d'être là. Et en fait, je crois que tout de suite, je me suis mise dans les études et le travail. Toutes mes copines, du coup, étaient des copines d'école et de travail, comme j'ai fait de l'alternance. Et en fin de compte, on n'avait rien d'autre d'extérieur à tout ça. Ouais. Et c'est vrai que on sortait, mais on s'amusait pas à aller visiter à droite à gauche. Enfin, c'est un peu. J'en parlais avec une copine l'autre fois, elle me disait, mais en fait, tu vis à Lyon, est-ce que tu vas visiter Lyon tous les week-ends Tu le faisais pas? Non. Ok. Moi je l'ai fait à fond. Moi je faisais des sorties à vélo. Donc je partais. Moi j'habitais pas à Lyon, j'habitais à côté, à Amiens. Ouais. Et j'allais jusqu'à Lyon à vélo. Et je faisais un tour sur toute la journée. D'ailleurs je faisais des streams sur Twitch. C'est pas vrai? Ouais, où je faisais du vélo toute la journée. Je partais avec mon casse-croûte, ma gourde et tout. Et je visitais des coins de Lyon. Comme ça. Ah ouais? Ouais, j'ai fait des journées, il y a des fois où je me suis retrouvé à des 30 km et j'étais sous la pluie, en stream, et puis je pédalais. C'était terrible, mais c'était... ouais. Non, franchement, Lyon, j'ai trouvé ça très cool pour ça. Bah oui, mais en fait, depuis quelques temps, du coup, je me suis dit que maintenant, j'allais faire ça. J'allais prendre le temps et en fait, toute seule même, sans personne, ouais. Mais vraiment toute seule, aller faire ce genre de choses, en fait. Partir... Bah là, c'est ce que j'ai fait pour Paris, donc... Dommage, j'arrive un peu trop tard, parce que finalement, si j'étais encore là tout le temps, je pense que je le ferais bien plus souvent, à prendre le temps d'aller voir vraiment plusieurs coins. En plus, moi, j'adore me promener dans la rue et regarder rien que les bâtiments, ça peut me prendre 3 heures. Et je me suis dit que oui, à Lyon, en fait, j'irais le faire maintenant, et toute seule, c'est encore plus satisfaisant, en fait. Tu trouves quoi à te promener toute seule? Qu'est-ce que ça t'apporte comparé à sortir avec des gens? Côté prendre le temps, c'est... Prendre le temps, pas de contraintes, bien que quand tu sors après avec des copains, des copines, t'es toujours content d'avoir des amis et partager, rire avec. C'est pas non plus des contraintes hallucinantes, quoi. Mais je sais pas, en fait, ça te laisse un peu voyager dans ta tête, en fait, ou penser, ou tu trouves quelque chose... qui va t'amener sur un autre sujet, tu vas avoir un fil de pensée différent, tu vas des fois être du coup plus attentif aussi à tout ce qui se passe autour, aux gens qui passent. Et en fait, c'est vrai, en fait, on a toujours dit quand on est seul, on n'est jamais seul. Et moi, j'ai jamais fait l'expérience d'être seule, en fait, j'ai trop peur. Et en fait, depuis ces 2 jours là, je suis toute seule et j'erre comme ça dans Paris. Puis des fois, je crois que j'ai l'air d'une paumée parce que je veux pas utiliser mon plan. Donc je regarde les noms des rues et tout. Et c'est fou, des fois, je crois que j'ai fait 3 fois le tour du Marais pour trouver comment partir. Ouais, surtout dans Paris, oui. Le labyrinthe. Mais du coup, les gens viennent à toi et vraiment, c'était ouf. J'avais jamais fait cette expérience-là. Ouais, t'as fait des rencontres même dans Paris? Oui, alors du coup, c'est vrai que c'est pas toujours des rencontres très qualitatives dans Paris selon où tu te trouves. Ouais. Mais il y a des personnes...
ouais, qui sont cool, et puis ou sinon qui viennent te dire oui, ça va, t'as l'air de chercher ton chemin, tu as besoin d'un coup de main, mais très gentiment, pas du tout avec des arrière-pensées ou quoi, hein. Pas tous, heureusement, mais non, c'est chouette, je pensais pas que dans Paris ça pouvait arriver. Ouais. Vraiment, je pensais pas. Ouais, bah, ouais, c'est vrai, les gens sont sympas dans Paris, il y a beaucoup de pépites, mais le mood global, je pense, fait que bah déjà ceux qui pourraient être très avenants le sont pas parce qu'ils ont peur du rejet. Tout à fait. Et puis il y a cette carapace sociale qu'on a tous à devoir faire la gueule Ouais, c'est qui ça. fait que tu croises pas grand monde, quoi. Hier, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais en fait, tu dois vraiment pas être de Paris et tout. Et je lui dis, ben non, pas vraiment. Ben, Ça a passé quand même 8 ans. j'y ai passé 8 ans, mais je l'ai pas dit. Et on me dit, la personne a répondu, oui, mais ça se voit. Il me dit, surtout, faut garder ce sourire parce que ici, c'est pas possible. Ouais, les gens font la tête. Oui, une réputation incroyable. Ouais. Qui tient bien. Ouais, malheureusement. Bon, je pense que ça dépend des endroits, des périodes aussi. En hiver, c'est vrai que les gens ont plus tendance à faire la tête. Oui, c'est un peu plus triste. C'est vrai que là, l'été, les terrasses, elles sont pleines. Les gens se promènent, ils sont contents de se promener. Ils sont contents d'aller boire un verre en terrasse. Ouais, c'est vrai. Ouais, l'été est plus social. Et puis t'as tous les quais où les gens font la fête. C'est ça. Tout ça. Après, je me rends pas compte à quel point les gens se mélangent et se rencontrent. Parce que j'ai l'exemple de Lyon, mais Lyon non plus, les gens se mélangeaient pas trop sur les quais. Non, pas tellement. Donc, ouais. Non, mais en fait, je pense pas qu'en France, on soit fait pour se mélanger vraiment. Non, je pense pas que ce soit vraiment dans nos codes, on va dire, d'aller vers les autres. Ouais, peut-être pas instinctivement, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'à la campagne, il y a quand même un côté bonne franquette un peu plus marqué. La campagne. Peut-être. Mais en ville, ouais. Non, mais c'est ou un peu dans le chacun sud pour aussi. sa tête. Ouais, dans le sud, je vois bien les. Mais peut-être c'est un énorme cliché. Mais tu sais, les mecs, je sais pas, de la cinquantaine qui sont au bar et puis qui parlent avec tout le monde. Ah oui! Ouais, oui, mais c'est vrai que bref. Après, là, dans n'importe quel bar, je pense, de petits villages, tu vas te mélanger avec ce genre de personnes, hein, Ouais. si jamais. Hein, Ouais. Franchement, pour le coup. Souvent, ils ont un peu bu, donc du coup, c'est pas non plus les meilleurs. Ouais, non, mais je parle pas du mec. Tu parles des petits papis qui ont des choses à raconter. Ouais, voilà, tu vois, ou bien même sans être un papy, mais tu vois, j'ai vraiment le cliché du mec du sud, à Marcel Pagnol, tu sais, avec un accent fort et qui vient et puis qui t'interpelle. Je sais pas, c'est sûrement un énorme cliché. Ouais, tu vois, moi j'idéalise moi, trop le j'imaginais sud. pas ça, ouais. Ouais, non, mais je sais pas. Mais ça pourrait être sympa, hein. Ça pourrait être sympa. Ouais, non, c'est clair. J'aime bien les gens qui se mélangent. Bah ouais, oui, je trouve ça cool en fait. On a toujours peur. On a toujours peur de l'autre en fait. On a toujours peur de la personne en face, comme si elle allait nous manger quoi. Enfin. Et c'est rigolo, dernièrement j'ai lu un livre et la personne raconte qu'en fait, si t'as peur de tout ce qu'il y a autour de toi, les gens vont avoir ce comportement-là sur toi. Enfin, ils vont te renvoyer, c'est l'effet miroir. Donc ils vont jamais venir vers toi. Donc toi, tu vas toujours évoluer avec l'idée que le monde est ou méchant ou pas gentil ou que il veut pas se mélanger. Alors qu'en vérité, peut-être des fois, si tu changes juste un tout petit peu ta façon de voir les choses, c'est un peu... leur comportement change quoi. J'allais dire, c'est un peu l'effet auberge de jeunesse, où quand tu y vas, t'es vraiment... Enfin, quand tu vas dans une auberge, 90% du temps, t'es dans le mood de rencontrer des gens, et tu sais que et tu pars du principe que les autres, c'est le cas, et tu fais des rencontres absolument tout le temps, quoi. Ouais. C'est où que tu sois. Après, c'est vrai qu'on a tendance à justifier ça parce que c'est à l'étranger, parce que c'est des auberges. J'imagine que même en France, les auberges, t'auras tendance à rencontrer du monde. Vraiment, je pense. Faudrait peut-être faire l'expérience. Elle coûte trop cher à Paris. Hein. C'est vraiment. Non, mais voilà, en fait, si je pars dans l'idée de partir en auberge, pas à Paris, quoi. Je sais pas, un autre coin un peu plus. Je pense dans le sud-ouest. Ouais, voilà, le sud-ouest, un truc comme ça. Enfin. Ouais. Oui, Paris c'est sympa, mais on peut voir autre chose quand même. Ouais, le sud-ouest, pendant les férias, j'ai jamais fait autant de rencontres en une soirée. Enfin, bon, c'est un bordel sans nom. Mais, et la plupart des gens sont ivres. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté bonne franquette. Bah, c'est ça. Qui est cool. Qui est très, oui, très c'est cool. bonne franquette, c'est. Je sais pas. Ils sont contents, ils sont heureux d'être là en fait, ensemble, de faire la fête.
Ouais. Forcément tu tombes au meilleur moment quoi là, Ouais. inférieur. Non, clairement. Alors, on va retracer un peu ton parcours, parce qu'on Ok. on est passé directement à Totalement à parler. côté. Alors, nous, on s'est rencontrés, donc, comme on le disait, en quatrième, où t'es arrivé. C'était en ouais, c'est en quatrième que t'es arrivé. Non, enfin moi je suis arrivée en troisième. C'était en troisième. Ouais. Ok. Bah, c'était en troisième, du coup, qu'on était ensemble. Ok, Ouais. je sais pas pourquoi j'avais en tête en Ouais, quatrième. non, c'était la troisième. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, on s'est perdu de vue après cette année-là. Moi, je suis allé dans la suite, enfin le lycée, la suite. Et toi, t'as changé de voie? Bah moi en fait je me suis orientée directement en bac pro parce que j'avais envie de faire de la mode en fait. Et puis dans tous les cas, on m'avait bien dit clairement que mon niveau scolaire ne me permettrait pas décemment d'aller en lycée général. Ah ouais? Ouais. Je te voyais vraiment comme une bonne Non, élève de fou. non, pas Je du te tout. voyais. Pas du tout. Alors moi l'école c'était une histoire très longue, hein. D'ailleurs, si j'ai fini à la Xavier en troisième, c'est parce qu'à Saint-Saëns, ils m'ont dit ah bah en fait tu redoubles ou alors tu te barres. Donc, Ah oui, d'accord. voilà, j'étais pourtant pas non plus un cassos, hein. Juste j'avais pas trop des facilités à l'école, mais sinon j'étais vraiment quelqu'un de sage, hein. Donc c'était un peu violent. Moi j'ai pas voulu redoubler, enfin j'ai pas voulu redoubler, du coup j'ai changé d'école. J'ai pu rentrer à la Xavier par ma soeur qui avait été acceptée. Donc c'était un peu ma chance, on m'a un peu dit en fait en rentrant, on me prend parce qu'il y a ta sœur, mais tu bosses. Oui, oui. Et vraiment, je suis pas de mauvaise foi, j'ai bossé, hein. C'est Ouais. juste qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui perd ses moyens directement devant une copie, enfin, même si j'ai appris, révisé, le stress, l'anxiété, enfin, c'est rédhibitoire. Et en fait, ben, j'ai réussi quand même à avoir mon brevet, hein. Je suis pas non plus la pire de Ouais, ouais. l'établissement, quoi. Ouais. J'ai réussi à m'en sortir et à faire, mais voilà, en fait, on n'a pas parié sur moi pour m'envoyer en général. Donc, de toute façon, moi, ça m'allait parce que je voulais pas du tout faire du général pour faire quoi, en fait, en finalité. Je voulais faire de la mode. On s'est beaucoup moqué de moi, d'ailleurs, sur mes choix de... Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Alors, pas trop... pas trop à l'Axa, mais c'est vrai qu'à l'époque, on moquait, on se charriait beaucoup et moi j'avais du mal à. On me charriait beaucoup. J'avais du mal à accepter les remarques et les critiques, enfin qu'on rigole un peu de moi parce que justement j'étais quelqu'un de timide, réservé dans mon coin, pas trop. Mais c'était par rapport au fait que tu t'ailles en bac pro ou que tu galérais? Non, non, par rapport au fait de me faire de la mode quoi. Ah, me faire de la Ah, les mode. gens Ah, sont. mais elle me faire de la mode quoi. Enfin, c'est des choses comme ça. Enfin, D'accord. et c'était peut-être pas forcément méchant ou quoi, ou j'en sais rien. En tout cas, je crois que personne croyait en moi, sauf moi. Et encore, Quel enfer. quel enfer! Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que j'ai souvent eu, pour rire, mais ouais, des petites bêtises comme ça de camarades pas méchantes qui moi, m'ont Ouais, t'ont blessée. touché. Mais voilà, donc je suis partie dans mon lycée faire de la mode. Un lycée en plus sur lequel, pareil, on n'aurait peut-être pas parié, un lycée public à Oublin, un bac mode au milieu de tous les bacs e-commerce, etc. Enfin bref, paye pas trop de mine. Et en fin de compte, ça a été ma révélation. C'était c'était ouf en fait, une équipe pédagogique géniale, enfin des profs géniaux qui s'occupaient de nous. Euh, une classe de filles géniale en fait. On s'est toutes portées, on s'aimait quand même toutes. Globalement, on s'aimait toutes, avec nos défauts et tout ça. Mais on s'aidait, on se portait toutes vers le haut, quoi. Et c'était génial. J'ai vraiment redécouvert l'école. Alors, c'était pas vraiment l'école. On n'attend pas de toi des choses ouf en maths. Donc, moi, ça m'allait très bien. Ouais, mais c'était beaucoup plus concret, quoi. Ça, C'était en plus rapport avec ce que t'aimais. de la couture. En fait, on apprenait à coudre. On avait des journées entières d'atelier. Enfin, c'était. Je sais pas, c'était ultra cool. Enfin, moi, j'ai adoré en fait. Je suis manuelle de base, Ouais, il te fallait quelque chose de donc concret. ça m'allait bien. Et vraiment, c'était. Voilà, je dessinais, je faisais de la couture, on faisait des vêtements. C'était. Je savais que je voulais faire ça. Là, ça a vraiment acté le fait que je voulais faire ça. Enfin, ça a signé vraiment la suite. Ouais. Dans cet établissement-là, contre toute attente, on ne pourrait pas se douter de cette possibilité-là qu'ils avaient. Ils avaient des partenariats avec des maisons de haute couture à Paris. Donc à l'époque, il y avait, il me semble, Dior, Gaultier,
Dior, je suis pas sûre. Mais Gaultier, Chanel, et en fait, on avait la possibilité d'aller faire un stage à condition de quand même bien gérer à l'école. Ouais. Donc c'est pas toi qui choisis d'y aller, c'est plutôt tes profs qui te disent oui, ok, tu vas y aller. D'accord. Et moi, ça a été un de mes objectifs, du coup, de pouvoir être cet élève à qui on va dire bah, tu vas pouvoir y aller. Donc j'ai tout donné aussi pour pouvoir y aller, et j'y étais, ma dernière année, du coup, en terminale. Avec une copine, une fille de ma classe avec qui on n'était pas copines à la base. On était, je dirais pas en rivalité, mais je lui enviais beaucoup de choses, et parce que je l'admirais en fait, hein, pas parce que j'étais juste jalouse. Enfin, si, c'est de la jalousie. En fait, je l'admirais. Les termes. Je l'admirais énormément, et c'est tout en fait. Et au fur et à mesure, à la place de l'envier, j'ai surtout appris à m'en servir d'inspiration plutôt pour... La plagier. Non, je rigole. Alors non, pas la plagier, non, pas la plagier du tout, mais plutôt à... Voilà, je trouve qu'en fait chacun a apporté à quelqu'un d'autre, et en fait moi, peut-être qu'à son insu, elle le sait pas, elle m'a apporté beaucoup... J'ai changé un peu ma manière de voir les choses, et elle m'a apporté beaucoup en fait dans mon évolution et tout ça, et bref, on s'est retrouvés à Paris ensemble, du coup on se côtoyait un petit peu plus par la force des choses, parce que on s'est retrouvés toutes les deux dans la même situation. Et c'était quelle entreprise du coup que vous aviez? Alors on avait été chez Chanel du coup. C'est Chanel? Ouais, chez Chanel. Et on y a fait un stage, c'était 5 semaines à l'époque, en pleine collection, donc expérience de dingue en fait, d'être dans une collection, super stressant en plus, parce que par contre tu sors de l'école, t'as jamais fait de collection, t'as jamais eu de contraintes particulières. Alors je suis vraiment un novice en mode. Qu'est-ce que c'est que les collections? Qu'est-ce qu'une collection? J'ai aucune idée de ce que c'est. Les collections, écoute, c'est le mois de préparation en fait au défilé, haute couture, pour les Fashion Week. D'accord, donc tu préparais des vêtements. Donc tu prépares le vêtement, c'est ça. Donc pendant tout ce mois, voilà, tu reçois en très gros, en très général, les croquis du studio. Ils vont faire leur choix de tissu, leur choix s'ils veulent des broderies, de couleurs, de coupes, de retouches. Et c'est donc, quand tu dis il, c'est le styliste? Alors c'est le styliste, son équipe, ils sont toute une équipe. D'accord. C'est pas juste une personne. Voilà, donc eux sont en charge de, en gros, la direction artistique, hein, c'est ça. Et ensuite ils font passer ces croquis aux ateliers, donc aux chefs d'atelier, qui elles après répartissent les modèles à leur petite main, pour que en fait tout ensemble après elles puissent monter de la collection. D'accord. Donc c'est ça. Et le vêtement il est adapté à un modèle précis, enfin une personne précise? Ouais, alors de base c'est adapté à nos modèles cabines. On a des mannequins cabines en fait, on appelle ça comme ça, qui sont des mannequins toujours présentes, qui sont toujours là pour faire les essayages, les premiers fittings, etc. Et jusqu'au moment où, je sais pas, une semaine avant, peut-être même des fois quelques jours avant, ça dépend, le jour du défilé, là tu reçois les mannequins bookés pour l'événement commence à venir, et là tu essayes ta tenue sur le mannequin, tu trouves un peu le meilleur mannequin, en fait c'est moche à dire, tu trouves le meilleur corps qui ira dans ta robe pour avoir le moindre retouche possible à faire. D'accord. Et après tu retouches au dernier moment, quoi. Et du coup c'est quoi les standards des mannequins? C'est pour mettre le plus en valeur un vêtement, vous vous basez sur quoi? Sur sa taille? J'avoue que ça c'est un truc que j'ai jamais... Tu sais pas? Ou t'adhères pas? J'adhère pas. Ouais. J'adhère pas, je regarde pas, enfin pour moi c'est... Si, j'ai toujours voulu aller voir ces essayages-là sur le mannequin, et trouver ton mannequin, en plus elles sont super gentilles, tu discutes avec elles, enfin c'est trop cool. Mais en vérité, j'ai jamais compris en fait pourquoi, enfin qu'est-ce qui mettait en valeur, enfin j'ai l'impression, c'est horrible, hein, mais qu'on cherche la personne la plus transparente possible pour que la robe brille le plus possible. Ouais. Et moi je trouve ça horrible, donc... Ouais, donc c'est les clichés, c'est grande, fine, et avec une tête qui passe un peu partout. Ouais, je dirais ça. Ok. Voilà, faut que tout aille sur elle, faut que la robe, on puisse voir la robe, et du coup il faut que la mise en scène en fait lui aille, donc la coiffure, le maquillage. Mais en fait c'est un peu comme
Je crois pas qu'on ait le droit de dire des choses pareilles. Tu peux dire ce que tu veux. Un cintre sur lequel on met le reste. D'accord, ok, ouais, c'est vraiment ramené à l'état d'objet. C'est vraiment pas négatif, ce que Oui. je dis, c'est mon point de vue. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en fait. Oui, enfin. Clairement, c'est pas pour elle. Enfin. C'est pas vraiment pour elle qu'on fait ça, en fait. C'est pour la robe, pour la collection. Ouais, un cintre mouvant. C'est mon ressenti, quoi. Moi, je trouve que c'est triste. Ok. Bah, de l'extérieur, j'ai fait là. Enfin, j'ai fait. J'étais dehors de la Fashion Week. Puis je suis arrivé à Paris, là, j'en ai fait une, je sais même plus, c'était en hiver dernier, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai un peu regardé les coulisses, et je crois que c'est Seb Lafrite qui avait fait une vidéo sur les coulisses aussi. Il était allé dans les coulisses, enfin. Et c'est vrai que j'avais eu ce sentiment que. Parce qu'à l'époque, quand tu me disais mannequin, je me disais, bon, c'est quelqu'un qui est hyper beau et puis qui veut que tout le monde se dise waouh et tout ça. Et c'est vrai que quand je vois par exemple les défilés Balenciaga, je vois qu'il y a vraiment un mood où les gens s'effacent derrière les vêtements, et c'est vrai que c'est quand même. En fait, c'est vraiment, je te dis, on cherche la personne la plus transparente. Enfin, pour moi, c'est ça en fait, la personne qui va le moins te marquer. On leur demande pas d'avoir d'émotions dans le visage, dans les yeux, d'expression, de. En fait, on leur demande. Ou on leur demande pas, je sais pas, ça doit être le truc du métier, tu sais. En gros, comme t'es boulanger, tu sais faire le pain, comme t'es mannequin, tu sais ne rien exprimer, je sais pas. J'en sais rien. Mais oui, pas d'expression, enfin, faut pas qu'on les remarque en fait. Elles doivent faire vivre le vêtement, mais c'est tout. Ouais, ok. Ouais, c'est un monde. C'est un monde. Ok. Toi, t'adhérais pas trop à ça. Non, j'adhère pas trop, c'est pas. Et c'était quelque chose qui te dérange. À quel point ça te dérangeait? C'était vraiment quelque chose qui. Je veux dire, quand tu réfléchissais à ton métier, est-ce que c'était quelque chose qui te tracassait, qui te travaillait? Quand tu devais choisir par exemple un mannequin pour tes vêtements, est-ce que c'est quelque chose qui t'embêtait? Ou ça faisait partie des déconvenus et finalement. Ça fait partie des déconvenus. Ouais. Et puis en plus, toi-même, tu ne choisis jamais ton mannequin en fait. C'est le studio qui s'occupe de choisir pour toi ton mannequin. D'accord. En gros, ils essayent les tenues, ça sort bien sur elle, ok, ça sort pas. Non, on va pas cette robe sur celle-ci. Ok. Voilà. Mais ça fait partie des déconvenus. À vrai dire, dans toute une première partie de ma carrière d'apprenti au départ, je me suis jamais posé la question plus que ça me faisait peine. Mais en fin de compte, c'est le métier, c'est comme ça. Et tu veux faire quoi? Ouais, et tout le monde est consentant. Les mannequins. Ouais, les mannequins le sont. Puis en fait, après, je pense que sinon les autres ne se posent pas forcément tous la question. Il y a toujours des remarques sur le corps des mannequins. Oh, la mienne est très maigre, oh, la mienne, machin, aussi, ça. Mais en fin de compte, ça s'arrête là. Et voilà. Ouais, c'est un monde. C'est ça. Ok, ouais, je vois. J'aurais adoré faire mannequin. Ah ouais? Je fais 1m70. Non, en réalité. Je trouve qu'il faut changer les règles du mannequinat. Ouais. Mais de ce que j'avais entendu, en fait, à l'époque, pour moi, que je fasse une petite histoire, pour moi, les mannequins, c'était les gens beaux. Et donc, je voulais être quelqu'un de beau. Je me disais, il faut que je sois mannequin, c'est trop la classe quand tu dis je suis mannequin et tout ça. Bon, après, j'ai grandi, mais voilà. Et à cette époque-là, on m'avait coupé court en me disant que je faisais 1m70. Enfin, peut-être moins à cette époque-là. Et c'est vrai que moi, j'ai ce souvenir aussi, les gens aussi disaient ça en fait. Tu es tellement beau, tu es tellement belle, tu seras mannequin. Ouais. Mais non, ça. En fait. Je reviens sur les mannequins Balenciaga. Je les ai pas vus physiquement. Enfin, parce que c'est les pubs, les trucs comme ça que tu vois. Mais c'est vrai que c'est plus une mise en scène. Tu vois des gens très creusés, très. Avec moi j'avais vu des longs cheveux noirs et puis une musique et puis ils avançaient courbés comme ça. Oui, puis des fois tu comprends pas trop non plus là où on a voulu t'amener. Ouais. Mais. Surtout que si c'est pour mettre en valeur un vêtement, je comprends pas que la mise en scène soit à ce point-là noir, tout ça. Tu vois, ça va pas être la mode. Après, j'imagine que c'est leur axe, on va dire, d'attaque, Balenciaga, tout ça. Mais. Oui, puis après, ils essaient toujours de raconter une histoire, et alors ça, souvent, c'est relaté par. Au mieux, il y a eu un interview, et c'est la vraie histoire. Enfin, ça va bien être retranscrit, tu vas pouvoir bien comprendre ce qu'il a voulu te faire passer comme message, te montrer ou quoi.
C'est vrai que des fois, comme ça, à première vue, on peut pas se rendre compte de ce qu'il a voulu dire. Et des fois, quand on lit l'histoire, si c'est un peu mal retranscrit ou quoi, tu comprends toujours pas. Ouais. Mais bien souvent, tu arrives quand même à avoir un peu le cheminement. Et donc, c'est vrai que tu peux pas. Enfin, je pense qu'il faut toujours lire un peu l'histoire de la collection pour comprendre ce qu'ils ont voulu dire Ouais. dans ces mises en scène parfois très sombres. Et du coup, ces histoires-là, toi, c'est quelque chose qui t'intéressait? Tu lisais les histoires des différentes maisons, on appelle ça des maisons. Ouais, on appelle ça des maisons. Ouais, si on peut documenter. C'est très bien. Mais ouais, est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait d'avoir le lore de la maison, tout ça et même quand tu étais chez Chanel, est-ce qu'il y avait un intérêt à connaître l'histoire de la maison pour concevoir les vêtements, bien comprendre ce que les personnes qui te demandaient voulaient dire de par leurs instructions, tout ça, ou est-ce que c'est totalement déconnecté et il suffisait juste d'exécuter ce qu'ils disaient, quoi. Pas du tout. En fait, en tout cas chez Chanel, parce que c'est la seule maison pour qui j'ai travaillé, Mm. je dirais pas que c'est un critère d'embauche en quelque sorte de connaître l'histoire de la maison par cœur. Mm. Mais je pense que tu la connais parce que tu l'aimes, enfin, tu, tu aimes l'endroit où tu travailles, tu aimes ce que tu fais, c'est un métier de passion. Tu fais pas ce métier dans une maison de haute couture parce que tu sais pas quoi faire. Tu as la passion en fait, tu veux voir des belles choses, toucher des jolies choses. Je sais pas, moi c'est comme ça que je le vois, c'était ma passion, c'était le bonheur pour moi d'être là-dedans. Et, et je sais pas, t'as forcément envie du coup de connaître, c'est comme si t'étais amoureux de quelqu'un, t'aurais envie de tout connaître de lui, d'apprendre à connaître, c'est pareil, enfin, moi pendant un temps j'étais amoureuse de mon travail, enfin je voulais tout savoir. Et je me rappelle, c'était une horreur et je gardais tout ce que je pouvais trouver, que ce soit des toutes petites perles que je trouvais ou qui étaient tombées d'une robe ou quoi, euh, des simulations de galons, donc de broderie qu'on dessinait nous-mêmes pour montrer par exemple aux studios ou aux clientes quand on leur faisait des mises en scène de leurs vêtements futurs, lors d'essayage. Je gardais tout ça, puis des fois j'avais un carnet et je faisais des notes et je collais mes trucs. Enfin, D'accord, ouais. dans les premiers temps, j'étais. Waouh, j'ai des boîtes encore à trésors, je les appelle chez moi. Et des fois, il y a une petite perle comme ça. Juste, je sais même plus d'où elle sort. Une étiquette, un bout de ruban, je sais plus ce que c'est. Enfin, D'accord. en fait, au fur et à mesure, tu as vraiment envie de connaître, tu as envie de tout savoir, de connaître. Alors après, c'est toujours, oui, bien vu de connaître ta maison quand tu vas en discuter à l'extérieur avec tes collègues d'école notamment, parce qu'ils sont pas tous dans une maison de haute couture, donc c'est bien de le savoir. Il y a quoi comme autre débouché? À l'école? Ouais, ceux qui font pas, qui rentrent pas dans une maison de haute couture. Bon, j'imagine qu'il y a du prêt-à-porter. Ouais, il y a du prêt-à-porter. Donc, dans les maisons de haute couture, t'as du prêt-à-porter de luxe. Hein. Chanel a son prêt-à-porter. D'accord, ouais, Par oui, exemple, oui. tu vois, il y a du prêt-à-porter partout. Il y a même des fois des maisons qui ne font plus que du prêt-à-porter maintenant. Mais en fait, à l'école, par contre, tu pouvais être autant en haute couture qu'en prêt-à-porter de luxe, qu'en prêt-à-porter un peu plus accessible, on va dire. H&M. Accessible. Alors non, Ok, pas H&M, je pensais plutôt Tara Jarmon, ce genre de choses. ok. Un peu plus accessible en tout cas. Et oui, ou des petits endroits comme ça. Il me semble pas que j'avais des collègues qui étaient en vraiment petit atelier. D'accord. Enfin, je me rappelle pas, en même temps, ça fait un peu longtemps là. Ouais. Mais ouais, en vrai, comme débouché, en tout cas, tu peux faire ta carrière de couturier, de couturière, te faire embaucher dans une maison, faire que les collections peut-être en intérim, faire ouvrir ton atelier, je sais pas, je pense que tout est possible. Hein. Si tu veux aussi devenir plus un styliste, tu continues un peu tes études et tu te perfectionnes en stylisme. Enfin, d'accord, ouais, il y avait bloqué, du choix. Quoi. Ok. Et est-ce que le fait que tu sois vraiment très impliqué dans ton travail parce que t'aimais ça, ça justifie le fait que t'aies pas trop visité Paris? Est-ce que ça a joué ou pas? Je sais pas. Je sais pas, en fait.
Parce que dans les premiers temps, à l'école, j'allais au travail, j'allais à l'école. Je me rappelle qu'on sortait quand même beaucoup avec les copines. En vérité, on sortait jamais très loin, hein. Il y avait l'école et puis on allait faire la hour en face. Voilà. Donc c'était assez restreint. Et non, je sais pas, en fait, très vite, j'ai fait quelques mois dans le 13e et tout à Paris. J'ai pas kiffé parce que moi, voilà, hein, je viens de Chaponnay, côté de Lyon, entre deux champs et trois vaches. Me retrouver dans le 13e, c'était catastrophique pour moi. J'ai détesté le bruit en permanence, ne pas réussir à dormir la nuit, etc. parce que c'était jamais silencieux. Je suis très vite partie en banlieue. Et avec justement cette copine avec qui j'avais fait mon stage à l'époque. Donc je l'ai rejoint dans sa banlieue à la base. Et, euh, et après, ben, flemme en fait. Flemme d'aller travailler à Paris tous les week-ends, d'aller à l'école, de rentrer, de faire des transports en commun, de subir les transports en commun. C'était le RER B en fait. On était dans le 91. RER B, c'était terrible. Pas envie en fait Ouais. de ressortir le week-end, d'aller à Paris. On l'a eu fait. Mais voilà, pas plus que ça. Et en fin de compte, on est devenues très très copines, mais plus que copines en fait avec cette amie-là. Enfin, je l'aime de tout mon cœur et je l'aimerai toute ma vie. On est encore très amis maintenant. Euh, et en fin de compte, bah, on était tout le temps ensemble, mais ensemble dans le 91. Ouais. Donc voilà, on a vécu des super moments et tout. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment visité Paris. Enfin, c'était rare. D'accord. Vraiment rare. D'accord. Et à l'époque, je me rappelle pas avoir eu le besoin ou l'envie. Ouais. Et je me sentais pas forcément chez moi non plus à Paris. Donc c'était pas Ouais, c'était pas le kiff de me dire, milieu oh tiens, je vais y retourner pour autre chose que pour travailler, quoi. En fait, tant que j'y allais pour travailler ou aller à l'école, c'était trop cool. C'était ma raison en fait d'y aller. Autrement, je serais jamais venue à Paris. Ouais, d'accord. Ouais, le côté ville, c'était pas encore. Enfin, t'avais pas vu un aspect de la ville qui pouvait Non. t'intéresser. Non, pas D'accord, du ouais. tout. Ok, ok. Ok. Puis je pense que j'étais pas très ouverte non plus à l'époque. Enfin, j'étais jeune. Mm. Et du coup, quand t'es jeune comme ça et que tu sors de ta campagne où on t'a encore jamais laissé sortir faire quoi que ce soit toute seule en extérieur parce que t'es pas encore majeur, tu feras ce que tu veux quand t'auras 18 ans, et ben t'as pas non plus d'expérience et du coup forcément il y a tout qui te paraît un peu je sais pas en fait Tu vois pas l'intérêt. irréel, ou oui, où tu vois pas l'intérêt, où tu comprends pas tout. Enfin, tu te retrouves là, finalement, largué, c'est toi et toi-même qui a plus qu'à décider de ce que tu veux faire de ta vie maintenant, dans la rue. Enfin, Ben, Ouais. moi, j'ai pas été à la découverte de ça, justement. Je me suis dit, oh, je vais rester là où je connais. Dans ma zone de confort, en fait, aussi. Je crois qu'il y a de ça, hein. Ouais, bien sûr, ouais, c'est confortable. Et puis, quand t'as tes petites habitudes et tout ça, ton train-train qui est rythmé avec bah, justement les cours, les études, c'est vrai que c'est facile de pas se motiver à faire des trucs à côté, quoi. Ouais, tu trouves facilement des excuses qui sont valables selon toi. Ouais, Donc, non, voilà. c'est clair. Après, j'ai quand même passé. Enfin, je me sentais pas chez moi à Paris, on ne sortait pas à Paris, visiter, machin chose. J'ai quand même passé de très belles années, enfin. Oui. Mais grâce à mes amis et au travail, en fait, Ouais, totalement. ouais, t'as trouvé ta satisfaction dans d'autres choses Voilà, c'est ça. que l'environnement. Ouais. C'est Non, ça. ouais. Mais il y a des gens, toute leur vie, ça va être ça, parce que le confort qui trouve et la satisfaction, c'est ça, c'est dans d'autres sphères que d'aller explorer une ville. Ouais. En réalité, tu peux t'accomplir et puis Autrement. Ouais, te faire plaisir autrement, quoi. Bien sûr. Non, clairement. Bien sûr. Et donc, Chanel, comment c'était Chanel je veux dire, travailler dans un atelier, c'est strict, c'est dur, les horaires, c'est quoi Oh, c'est si dur. Moi, je pensais que j'avais pas le droit de mettre du vernis, que je devais être habillée comme ci, comme ça. Pas du tout. Ouais. C'est pas strict, en fait. J'aurais pas de mots, en fait. Je sais pas, c'est... En fait, j'ai jamais travaillé nulle part ailleurs que chez Chanel. Du coup, j'ai aucune comparaison. D'accord. Pour dire que c'est plus ou moins qu'un autre endroit ou qu'un autre travail. Moi, c'était un endroit où je me sentais chez moi. C'était
je me sentais chez moi, c'était un peu la maison. Alors voilà, c'est pas la maison où j'ai toutes mes aises et je mets les pieds sur la table, c'est ma maison dans l'idée où tu te sens vraiment à l'aise, tu te sens bien. J'avais aussi du coup une super équipe, l'atelier était vraiment génial. Mes collègues, mes chefs, enfin c'était vraiment un endroit où tu te sentais bien et à l'aise et on te mettait à l'aise et on avait confiance en toi. Et du coup, tu faisais confiance et voilà, il y avait un cercle comme ça qui se créait. Puis moi, j'estime avoir eu la chance. Enfin, je leur ai dit en partant il y a un an que j'avais grandi avec elles et que je les remerciais pour ça. Parce qu'en fait, c'est vrai, je suis arrivée avant d'être majeure et je suis repartie un peu plus vieille. Un peu plus vieille quand même, avec un peu plus d'expérience. Et ouais, c'est ça en fait, pour moi, c'était un peu la famille. Donc une famille pour moi. D'accord. C'est ça. Ok. Puis j'avais eu la chance d'avoir surtout une maître d'apprentissage qui était exceptionnelle et avec qui j'ai des liens en fait qui resteront toujours. Et pour moi, ça sera jamais ma maître d'apprentissage ou mon amie. Pour moi, c'est une sœur que j'ai pas en fait. C'est une sœur supplémentaire. Attention, à tout moment, Manon elle va venir me tendre le cou. Comment ça, une sœur? Non, elle ne remplacera jamais ma sœur. Mais non, c'est quelqu'un dans ma vie qui en plus qui sera trop important dans ma vie en fait, qui a sa place dans ma vie parce qu'elle m'a apporté trop de choses et enfin voilà, c'est tout, il y a des liens comme ça. Ok, ouais, quelqu'un d'important pour toi. Donc non, en fait, comment ça se passe le travail à l'atelier, je peux pas dire détente, non, je sais pas, ça se passe bien. C'est naturel, c'est... Voilà, en fait, tu fais ton métier, tu le fais bien. Oui, forcément, il y a toujours des fois, t'es pas toujours d'accord avec ton collègue ou ta chef, ou voilà. Tu rechignes un peu à certaines tâches, t'es plus ou moins d'accord avec ce que la maison décide de faire, mais ça, c'est comme dans toutes les entreprises. Mais autrement, tu te sens bien. Il n'y a pas de tenue, chacun est un peu comme il est. Il y a tous les caractères, il y a tous les tempéraments, il y a... D'accord, ouais. On t'empêche pas de t'exprimer non plus si t'as besoin de trucs à dire. D'accord. Non, franchement, ça va. Tant que tu fais vraiment ton travail en temps et en heure et comme c'est demandé quand même. D'accord. C'est ça qui est relativement cool en fait. Ok. C'est vraiment aux antipodes de ce que j'imaginais. Ah ouais? Ouais. Bah, tu sais, je bosse dans la com. Et du coup, j'ai cherché à rentrer dans des maisons, je sais plus si c'était Chanel ou d'autres, mais les postes de communicants dans la mode. Et le luxe en général. Et j'avais vraiment cette image de c'est carré, il faut connaître l'histoire de la boîte, il faut s'y connaître en mode, il faut avoir tel profil et tout. Et ce que tu me dis, du coup, c'est quand même très différent. Alors après, moi j'étais couturière dans un atelier. Oui, alors, sûrement qu'après, quand tu demandes à rentrer en com ou quoi, effectivement on te demande de savoir un peu plus de la maison, et ce qui me paraît tout à fait normal du coup de connaître un peu là où... Évidemment, oui, comme partout, ouais. Mais oui, enfin, l'atelier, voilà, je pense que c'est vraiment après un monde à part du reste. Ouais. Enfin... D'accord, tu penses que c'est pas représentatif de toute la structure? Non, je pense pas. Tout le monde dans l'atelier va connaître l'histoire de la maison. Hein. Tout le monde. Mais je pense qu'on en demanderait... On serait plus exigeant justement avec les extérieurs aux ateliers. Surtout pour la com, quoi. Ça me paraît important. Alors, il est vrai que le poste ne favorise pas la non-connaissance de l'histoire. Ouais. Mais oui, ça c'est valable pour partout. Mais oui. J'imagine toujours du coup que c'est un degré vraiment, vraiment très très élevé, tu vois. Il y a des entreprises où l'histoire, c'est bien de la connaître, mais ça va pas impacter la communication que tu fais aujourd'hui. Parce que c'est du passé. Et il y a d'autres boîtes, notamment dans le luxe pour moi, comme elles s'appuient sur justement leur histoire pour puiser leur légitimité de grandes maisons, de marques, tout ça, qui font que j'imaginais quelque chose de très carré, où tu dois connaître vraiment l'histoire de la marque sur le bout des doigts, et au-delà de ça, connaître les autres maisons et savoir manier aussi les valeurs, les points de vue qu'ils essaient de véhiculer de par leur histoire. Après, ceci dit, oui, alors,
pour ça, voilà, il y a quand même des valeurs, des principes qu'effectivement on est tous en connaissance. Le but c'est pas qu'on aille à l'encontre de ça et qu'on aille raconter le contraire ou quoi. Enfin, forcément, il y a quand même une chose, mais ça on te le dit quand t'arrives, c'est dans tes contrats, on t'explique tout, t'as des livres, enfin t'as des petits fascicules et tout, enfin voilà, t'as des choses que t'as le droit de dire, de pas trop dire non plus. Et le but c'est de pas de véhiculer exactement le contraire de ce qu'il essaye de dire, D'accord. forcément. Mais en fait, c'est à peu près naturel pour tout le monde parce que en fin de compte, voilà, moi c'est vraiment l'impression que j'ai, enfin j'ai jamais eu envie de dire le contraire. Enfin j'ai toujours... enfin, pas toujours, t'es pas toujours d'accord comme je disais tout à l'heure, mais en fait dans la globalité, j'ai jamais eu envie de salir l'image de la maison ou de salir le nom ou de salir ce que je faisais. D'accord. Mais je pense que pour le coup, tout le monde est pareil en fait. Oui, pense. si t'es bien dans ton entreprise, c'est clair. C'est ça. Enfin, il n'y a aucun intérêt à aller à l'encontre de tout ça, quoi. Ok. Et du coup, pourquoi t'as décidé d'arrêter du coup après 8 ans? Et ben, c'est qu'en fait, un jour, la passion ne suffit plus à te faire vivre, on va dire. Ou en tout cas, à te rendre vivant. Et en fait, durant mes années de couturière, bon, je suis passée d'apprenti, j'ai eu un CDD, un CDI, enfin, j'avais eu, je pense, une carrière toute tracée déjà et tout établie. Moi-même, j'avais acheté mon appartement, donc en fait, je m'établissais. Ah ouais, carrément, tu l'avais acheté? Ouais, j'étais Ah ouais, d'accord. propriétaire. Jeune en plus, hyper jeune. J'ai acheté à 23 ans, donc ouais, j'étais là et en fait, j'étais là sans être là. En fait, je me faisais toujours pas cette vie parisienne, loin de mes proches, de ma famille. Je suis tombée malade en fait durant ces années, donc j'ai fait de l'anorexie pendant longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté mon appartement. J'étais déjà malade. On a eu le confinement pas longtemps après. Là, en fait, ça a été la pente descendante. Ouais, un coup de grâce. Encore plus, quoi. C'était vraiment l'occasion, encore plus, d'être enfermée chez moi, que personne me voit merder total et que je vois personne. Donc voilà, c'était génial, hein, cette période pour moi, du coup. Attends, parce que tu dis merder, mais parce que pour toi, t'as merdé quelque part? Non, alors avec le recul, non, mais sur le moment, c'est comme ça que je me disais, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit, cool, le confinement, personne va m'énerver, personne va me faire de remarques et personne va me dire que je foire. Ah, En fait. d'accord. Parce que donc, les gens te faisaient des remarques par rapport à ton anorexie, et toi, tu le vivais comme c'est toi qui fais de la merde. Ben, plus ou moins, et en même temps, j'avais beaucoup d'incompréhension parce qu'on me faisait des remarques. Ouais. Alors, pas toujours bienveillantes en plus, ou pas toujours bien formulées, on va dire, assez maladroites. Et il y avait une part de moi qui comprenait pas pourquoi on me disait ces choses-là. Ouais. Mais véridiques, hein, qui n'était pas capable de comprendre pourquoi j'avais le droit à ces remarques. J'avais rien demandé, qu'on me fiche la paix en fait. Je commençais déjà à être assez, je pense, en dépression assez profonde pour vraiment ne plus vraiment être très lucide sur ce qui se passait. Et donc il y avait cette partie de moi qui savait pas, qui se posait des questions et que ça énervait. En plus, j'étais en colère quand on me disait ces choses-là, ça me touchait, ça me faisait du mal. Et l'autre partie de moi qui avait quand même cette conscience parce qu'elle était capable de se dire cool, je vais être toute seule, on va pas me voir. D'accord. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et pour autant, j'arrivais pas du tout à me contrôler, enfin. Ouais. Déjà qu'on rappelle les termes, c'est que l'anorexie, c'est un trouble de l'alimentation. Ouais, tout à fait. Alors, tu me dis si je dis des conneries, mais en théorie, donc l'anorexie, c'est un trouble de l'alimentation qui fait que tu te sous-nourris. Tu sous-alimentes. Tu te sous-alimentes, c'est beaucoup plus joli dit comme ça. Tu te sous-nourris. Et donc, c'est psychologique, c'est pas toi du jour au lendemain où tu te dis j'ai plus envie de me nourrir. Donc c'est plus compliqué que ça. Nous, ce qu'on voit, c'est juste les conséquences physiques.
C'est ça. Mais beaucoup de gens ignorent tout l'iceberg qui est sous l'eau, Mm. euh, immergé, qui est l'aspect psychologique. Et donc, les remarques, c'est vrai que ça n'a jamais aidé Ça n'aide jamais aucune personne. personne Ça n'aide jamais ouais, personne. de cette maladie. Enfin, ça n'aide jamais personne, Mm. on dirait. Enfin, on n'a pas à parler des corps. Moi, c'est un truc pour lequel aujourd'hui je lutte. Dès que j'entends quelqu'un me parler du corps de quelqu'un d'autre, gros, maigre ou n'importe quoi, j'ai en fait. Ça va pas à la tête. Moi, ça me met dans une. En fait, c'est encore quelque chose avec lequel j'ai du mal. Je suis extrêmement mal à l'aise. Qu'on me parle de corps autour de moi, c'est pas possible. En fait, arrêtez d'analyser les corps. Enfin, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Non, en fait. Ouais. Est-ce qu'on analyse les arbres dans la rue? Est-ce que, oh, t'as vu, le tronc est vachement large et tout? Bah non, je sais pas, arrêtez d'analyser les corps, en fait. C'est pas possible. Et l'anorexie, c'est une maladie du coup mentale. On choisit pas du jour au lendemain de arrêter de manger, en fait. Bien souvent, il y a effectivement une cause psychologique derrière tout ça, donc qui est propre à chacun. Hein. Des fois, il y en a qui, effectivement, ça va être dans le souci de perdre un peu de poids au départ, puis ça va se transformer en TCA vraiment grave et dévier en maladie. Voilà. Il y en a qui vont avoir vécu un trauma plus ou moins fort, violent. Enfin, de toute façon, le trauma, il appartient à chacun. On n'a pas non plus à avoir un jugement là-dessus, sur la force des choses ou leur impact. Bien sûr, chacun sa sensibilité, son parcours. Et voilà, et en fait, l'anorexie aussi, les gens la voient une fois qu'elle est physique, qu'elle ressort parce que parce qu'on voit tes os, parce que ci, parce que ça. L'anorexie, elle peut commencer avant ça, en fait. Elle commence avant ça à partir du moment où tu décides entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment toi qui décides quand même. Enfin, c'est bizarre. Moi, je me suis toujours dit que j'avais deux personnes dans ces cas-là dans ma tête. D'accord. Et du coup, il y a cette partie-là qui décide pour toi de ce que tu vas faire, de ce que tu vas manger, ou si tu vas manger, ou si tu vas vomir, ou si tu vas pas manger, ou si tu vas mentir. Voilà, elle guide tout. C'est bizarre. Et du coup, je me suis perdue, je sais plus pourquoi je Non, mais là. c'est hyper bien, on peut continuer là-dessus. Donc, pour toi, c'était quoi ton sentiment vis-à-vis de la nourriture? Est-ce que ça te. Je suis curieux de savoir, toi, quand tu étais face à de la nourriture où tu t'imaginais manger, qu'est-ce qui se passait? Ça te dégoûtait? Ou est-ce qu'il y avait certains types de nourriture qui passaient mieux que d'autres? Ou qu'est-ce que, de ton point de vue, représentait la nourriture? La nourriture, pour moi, elle représentait. Comment dire. Je ne saurais pas comment exprimer en fait. Le fait d'acheter quelqu'un, enfin. En gros, le pardon. Enfin, le pardon. Je sais pas comment exprimer ça. Pour moi, en fait, j'adore manger. Je suis gourmande. J'aime manger, j'aime manger, tout ça. Enfin, j'ai toujours aimé manger. Hein. Et du coup, face à la nourriture, j'étais pas en train de me dire non, je veux pas manger. Non, ça me dégoûte, ça m'a jamais dégoûté. J'ai toujours eu envie de manger. J'ai toujours envie de manger, mais j'y arrivais pas. En fait, c'était pas l'idée de l'aliment qui me dégoûtait, c'était l'idée que moi, l'aliment puisse être dans moi. Enfin, que je puisse avoir de la nourriture dans mon ventre. Pour moi, ça représentait vraiment. En fait, juste pour faire court, et on va juste pas trop s'attarder sur cette partie-là, mais sinon on pourra pas trop comprendre le sentiment parce que je n'arrive pas à trouver de mots. Tu peux peut-être m'aider d'ailleurs. Écoute, moi j'essaie de comprendre aussi. J'ai pas envie de donner une image que j'ai en tête qui serait fausse parce que j'ai pas vécu ça, tu vois. J'essaie de le comprendre au mieux. C'est vrai que comparé avec quelqu'un qui l'a vécu, je pense que je suis à des années-lumière de capter ce que tu as pu ressentir. C'est tellement propre à chacun que tu pourras rencontrer 10 personnes différentes qui n'ont pas la même sensation. Mais vraiment, en fait, pour moi, c'était plutôt que j'ai vécu une histoire pas cool il y a quelques années. Et en fait, vraiment pas cool. Et cette personne achetait un peu, m'achetait, j'ai l'impression qu'elle m'achetait ou quoi, en me gavant. Enfin, d'accord. Toujours va me ramener quelque chose. Mais c'était pas ramener quelque chose pour être gentil, c'était oui, enfin, regarde. Ne dis pas ça parce que tu vois, je pense à toi. Mais tu vois, tiens. Et en fait, c'était toujours à manger. À manger. Ton gâteau préféré, ton bonbon préféré, ton plat préféré, je t'emmène manger ici, ton truc préféré. Et toujours, en gros, ton silence en fait. Genre, tu veux dire quoi maintenant? Regarde.
Ouais, il te faisait culpabiliser. Ouais. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et du coup, c'est aussi une période où j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. Hein, donc j'étais très mal dans moi-même aussi. Et puis, c'est là où j'ai perdu absolument toute confiance, forcément. Bah, parce que tout était fait pour que j'en arrive à ne plus jamais avoir confiance en moi et à perdre le contrôle, etc. D'accord. Jusqu'au jour où je me suis réveillée et où, bref, voilà. Mais du coup, la nourriture, pour moi, représentait ça. Donc, quand je la voyais, je ne pensais pas à ça. Quand je la mangeais, quand voilà, tu sens ton ventre plein, t'as le ventre un peu plus tendu, l'estomac et tout, pour moi c'était horrible, j'avais l'impression qu'en fait elle me remontait et qu'elle m'étouffait en fait. C'était une horreur, j'avais envie de m'arracher la peau du cou en fait. J'ai l'impression qu'elle m'étouffait, qu'elle remontait dans ma gorge et c'était ouais, ce sentiment-là en fait. Ouais, c'était carrément physiologique, quoi. C'est ton Ouais, corps qui te disait non. ouais, ouais. Ça m'arrive encore très rarement à l'heure d'aujourd'hui Ouais, d'avoir cette sensation, d'accord. d'avoir une culpabilité et je pourrais le sentir en fait, je le sens. D'accord. Je sens que c'est là dans mon cou, c'est vraiment trop bizarre. Et comment ça se manifeste du coup maintenant? Est-ce que t'as associé ça à une raison, à un type d'aliment ou Absolument à un pas. mood dans lequel t'es? Absolument pas. Ouais, J'ai pu manger des pommes parce que, bah ouais, passé un temps, je mangeais grave des pommes parce que ça cale et puis c'était cool de manger une pomme dans ma tête. Voilà, et une pomme pouvait me faire ce même effet en fait. d'accord. Il y avait absolument rien et je pouvais manger une pizza. Enfin, les rares fois où j'en ai eu mangé du coup, une pomme ou des haricots verts, c'était pareil. D'accord. C'était pareil. D'accord, très bien. Du Ok. coup, bah, pour m'alimenter, ça me faisait pas ça à chaque fois. Mm. Mais je choisissais les aliments les plus pauvres en tout. Voilà, je mange en fait des légumes tout le temps. D'accord. Des légumes tout le temps. Que des légumes. Rien d'autre. J'aime pas la viande non plus, du coup c'était super facile de pas manger de viande. Mm. Du coup je me suis vite un peu mis au régime végétarien, voire même vegan. Donc pas d'œufs, pas de lait, pas de fromage. Ok. Et combiné avec le confinement, du coup, ça t'a euh, renfermé encore plus sur toi-même? Ouais. Mm. Ouais, parce que du coup, bah, à l'époque où je mangeais pas trop, j'avais quand même un travail et tout, donc ça me sortait. Voilà, puis des fois, oui, des fois j'allais aussi manger comme tout le monde. Donc Mm. voilà, on sortait manger entre collègues, bah, je mangeais comme tout le monde. En fait, c'était. Je dissimulais quand même, j'avais cette partie de moi consciente qui dissimulait les choses. J'arrivais à prendre sur moi des fois. Hein. Mm. C'est assez incroyable en fait ce que le corps, enfin en tout cas ce que l'esprit peut faire. Parce qu'il y a des fois où je me sentais totalement normale en fait, où j'avais aucune mauvaise sensation, aucune rien du tout. Mais t'appréhendais du coup les repas, ce genre de repas avec tes collègues, tout ça? Au tout départ, non. D'accord. Et il y a eu le confinement. Et à partir de là, je n'ai plus su sortir manger, je n'ai plus su manger ce que les autres pouvaient préparer pour moi. En fait, c'était fini. D'accord. C'est-à-dire que même mon copain de l'époque ne pouvait pas me faire à manger. Je refusais qu'il me fasse à manger. D'accord. C'était interdit qu'il vienne dans la cuisine quand je faisais à manger d'ailleurs. Enfin, c'était. Ouais, c'était un sujet vraiment C'était pas complexe. possible. Alors, moi, je cuisinais beaucoup. D'accord. Je cuisinais beaucoup quand même à l'époque. Euh, J'avais plaisir de cuisiner. Donc, je faisais. Je goûtais quand même ce que je faisais, quand même. Mais à vrai dire, je goûtais ce que je faisais et le soir, je mangeais pas. Enfin, c'était. En gros, j'allais pas manger le matin et je mangerais pas le soir. Parce qu'à midi, j'allais manger ce que j'avais fait. Parce que voilà, je pouvais pas ne pas goûter. Alors que je veux partager ce repas quand même avec mon ex maintenant de l'époque. Au confinement, l'impact que ça a eu sur... Ouais, c'était incroyable cette période pour moi parce que ça m'a vraiment renfermée. Au départ, c'était génial. Hein. Moi, j'étais contente d'être à l'abri en fait. Mm. De pouvoir absolument contrôler toute mon alimentation, que personne du coup me propose d'aller manger parce qu'on ne pouvait pas dans tous les cas. Que personne m'invite à manger, que voilà tout ça. Et c'est devenu encore pire parce que je suis dans un hyper contrôle de tout en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que on a le droit de sortir quand t'as un chien ou pour une raison valable ou quoi. Moi, par chance, j'avais un chien. Je sortais me promener, faire des pas toute la journée, marcher, en fait, me dépenser le plus possible. Enfin, c'était devenu un cercle vicieux, ça a rythmé ma vie, tout mon confinement. Et en fait, même en reprenant le travail après, j'ai pas réussi à sortir de ça. Je suis restée dans l'hyper-contrôle. Même en reprenant le travail après, c'est. Voilà, je contrôlais tous mes pas, des chiffres en fait, tout ce que je mangeais. Je me suis mise à peser,
à compter, à les calories, à les connaître toutes par cœur, tout ce que je pouvais manger, à estimer toutes les quantités de telle ou telle chose que j'allais pouvoir manger. Enfin, c'était c'était vraiment de l'hyper contrôle horrible. J'allais même jusqu'à checker mes heures de sommeil parce qu'il fallait que j'ai assez d'heures de sommeil. Enfin bref, je m'épuisais. Ouais. Je m'épuisais parce qu'en fin de compte, je me forçais à marcher et à marcher et à marcher aussi, à faire un nombre de pas incroyable par jour, alors que quand tu travailles quand même 7 heures, si t'as rien dans la journée, ben t'as pas le temps d'aller marcher 10 km. Non, c'est clair. Donc je me fatiguais. Quand les salles de sport ont pu réouvrir, je retournais au sport, mais tout en contrôlant encore mes pas, donc c'était devenu... c'était l'épuisement total. Et quoi. pourquoi tu contrôlais tes pas, du coup? C'était pour espérer... Pour la dépense, pour me dépenser en fait. D'accord. Et puis parce qu'en fin de compte, je mangeais peu, j'avais faim. J'avais faim et ça me faisait penser à autre chose. Enfin, ça libérait mes pensées de sortir, de prendre l'air. J'étais pas chez moi, du coup je pouvais pas manger. C'était facile. D'accord. Oui, puis pour se dépenser, en fait, pour toujours avoir à se dépenser, pour éliminer, en fait, le peu de choses que j'avais quand même réussi à manger ou que j'avais dans moi, pour l'éliminer, pour me dire qu'en fait, je pouvais pas le garder. Et en fait, je vomissais pas dans mon anorexie. J'avais pas du tout une anorexie vomitive ou quoi. Et du coup, j'envisageais pas, ouais, il fallait que ça parte de moi d'une manière ou d'une autre. Et je sais pas, bêtement, je marche, du coup, j'utilise cette nourriture, elle brûle, et enfin, je l'ai pas, elle est partie, quoi. Enfin. Je sais pas comment dire. Non, mais je vois, ok, t'espérais juste que, oui, te vider par le système, enfin en brûlant des calories, quoi, de tout ça. Ouais, c'est ça. Et donc tu disais que c'était associé à une dépression. Bah, de toute façon, pour moi, tu peux pas être dans un trouble du comportement alimentaire sans être en dépression. Alors, D'accord. tu peux être en dépression et ça va t'engendrer, enfin, tu vas voilà, découler dans un trouble du comportement alimentaire. Ou alors tu as ton trouble et tu tombes en dépression en fait. Moi, je pense que c'est plutôt j'ai mon trouble et je suis tombée en dépression. Après, à vrai dire, je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment une règle, une norme, enfin quelque chose comme ça. Ouais. J'en sais rien. Mais moi, ça m'a mené tout droit à la dépression parce qu'en même temps, ben, tu te coupes de tes amis le plus possible parce que tu refuses de sortir avec eux, tu refuses les invitations, tu veux pas manger ce que tu connais pas, tu te coupes même de ta famille en fait. Pendant longtemps, ça m'arrangeait bien que ma famille soit à Lyon et que moi je sois à Paris. Le prétexte, mais les trains c'est cher, mais j'ai mon chien, mais si, mais ça, voilà, je les ai utilisés un nombre de fois incalculable parce que je voulais pas que ma famille regarde et voit ça. Parce qu'en fait, ma famille faisait déjà des remarques avant. Je savais très bien qu'après le confinement et tout ça, ça allait être pire. Ouais. Je fuyais au maximum et voilà quoi. Enfin... D'accord. D'accord. Je me suis de nouveau perdue. Non, bah J'ai oublié écoute. ce que je voulais dire. Si t'as une idée, vas-y, sinon bah, on peut parler de la suite parce qu'aujourd'hui t'es passé au-delà de tout ça. Ouais. Et bien au contraire, t'as réussi à prendre une revanche. Ouais. Parce que tu fais des études aujourd'hui. C'est ça. Je te laisse dire la matière parce que c'est quand même fou. Bah ouais, bah en fait, voilà, j'ai repris des études il y a 1 an maintenant en diététique, du coup. Bah parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, il faut pas faire ça, dans l'état que tu es, c'est n'importe quoi en fait, c'est pour mieux t'enterrer. Et en fin de compte, moi je me suis dit que c'était quelque chose qui me sauverait. Alors voilà, j'ai pas fait des études pour me dire que ça allait me sauver. J'ai fait des études parce que durant mes années de maladie, je me suis retrouvée des fois confrontée à des médecins qui menaçaient plutôt de ça va être l'hôpital psy donc t'as intérêt de manger. Ah, Ou d'accord. antidépresseur, sinon tu vas finir comment. Ou en fait sans jamais t'écouter, sans jamais soigner. On veut soigner un symptôme, pas la cause. En fait, c'est le gros problème dans beaucoup d'autres maladies. On t'écoute pas et on trouve la solution de facilité. Voilà, l'hôpital psy, génial. Et moi, c'était hors de question que je finisse en hôpital psy. Donc je me suis un peu débrouillée pour m'en sortir toute seule. Mais du coup, ouais, l'envie de faire de la diététique, elle est venue parce que pour moi, c'était pas possible de ne pas avoir de personnes compétentes à qui parler. Enfin, compétentes si, t'en trouves forcément des personnes compétentes. Mais j'avais envie d'être cette personne que moi, j'ai pas su trouver au départ. Et
Et en fait, je me dis que quelqu'un de malade, il sera toujours meilleur que n'importe qui d'autre dans son métier, enfin, dans ce corps de métier. Enfin, c'est pas réellement vrai, je veux dire, c'est pas réellement vrai. Enfin, pas pour tout le monde, on va pas demander à un cancérologue d'avoir eu 3 cancers avant de pouvoir exercer mieux que son frère. Mais je veux dire, je pense que quelqu'un comme moi, dans un trouble du comportement alimentaire, sera toujours plus apte à comprendre ou en tout cas réussir à suivre une personne qui va être dans le même cas. Ouais, t'auras une sensibilité. La sensibilité est différente. Et moi, j'avais vraiment envie d'être cette personne-là pour que j'ai pas eu, en fait. Je veux être cette personne. Je veux être cette personne pour d'autres, en fait, qui auraient besoin, qui seraient perdus, qui penseraient qu'elles sont pas normales, qui ou elles sont pas normales, qui pensent qu'elles peuvent pas ou qu'ils peuvent pas en parler parce que c'est irrationnel, c'est pas légitime du tout selon eux. Enfin, qui ont honte, enfin, ce genre de choses, en fait. Ouais, d'accord. C'était ma première envie, en fait. Je voulais faire ça, c'était ma première envie, ça me passionnait. De toute façon, voilà. Je pense que toutes les personnes ayant des troubles du comportement alimentaire connaissent l'alimentation très très bien, dans tous les cas, parce qu'elles se renseignent beaucoup sur quoi manger, pas manger, que manger, comment faire pour brûler ci ou ça, enfin bref. Je crois qu'on leur apprend rien à ces personnes, du coup, bah, par chance, j'avais déjà beaucoup de renseignements. J'aimais déjà ça, de toute façon, j'aimais cuisiner de base, ça m'a toujours plu, hein. J'ai toujours aimé l'alimentation, ça m'intéressait beaucoup. Puis j'étais un profil assez multipassionné, en fin de compte, moi j'aime faire plein de choses. Du coup, voilà, c'était un peu la logique, ça a été conforté par cette expérience. Et voilà, c'est comme ça que du coup, il y a 1 an, j'ai arrêté le travail. Parce que de toute façon, dans tous les cas, j'avais déjà été arrêtée 6 mois avant. Parce que je m'en sortais plus, en fait, je m'en sentais pas. J'étais fatiguée, épuisée, j'arrivais pas à remonter la pente. Même si j'avais déjà mis pas mal de choses en place et que je remangeais à peu près normalement, on va dire, j'y arrivais pas. La dépression en tout cas se creusait plus, même si j'avais l'air de physiquement reprendre un peu du poil de la bête. Dans ma tête, ça allait toujours moins bien. D'accord. Et je me suis dit que la seule solution pour moi maintenant, c'était de rentrer à Lyon, en fait, de rentrer auprès de mes proches. C'était ce que j'avais en tête, en fait, c'était mon objectif de me guérir. Et je me suis dit que le seul endroit où je réussirais à me guérir, c'était en rentrant. Donc je suis rentrée et comme je suis pas foutue de rien faire, foutue de rester tranquille pour me dire oui, bah je me guéris puis je verrai ce que je fais après, j'ai entrepris mes études en même temps. Et mes études, voilà, en fait, au-delà du fait de vouloir faire ça pour aider les personnes comme moi, mes études m'ont sauvée. Ouais. Enfin, clairement, elles m'ont. T'as retrouvé un domaine de passion, quelque chose qui t'anime. Voilà, c'est une nouvelle passion. J'aimerais toujours mon ancien métier, je l'aimerais toujours. C'est différent. Mais j'ai retrouvé quelque chose qui m'anime, qui me parle. Et en fait, pour lequel j'ai une gratitude, une reconnaissance énorme. C'est trop bizarre de parler d'un diplôme comme ça. Hein. Mais moi, il m'a sauvée. Moi, ça m'a sauvée. D'accord. En 1 an, j'ai jamais autant progressé dans ma maladie. Enfin, aujourd'hui, je m'estime plus malade. Alors des fois, oui, t'as toujours des restes. De toute façon, je pense que ça restera à vie. T'auras toujours des moments où tu te sens un peu moins bien, un peu... Voilà. Mais aujourd'hui, je dis que je suis guérie, en fait. J'ai plus tous les désagréments que ça peut causer, tous les troubles mentaux que ça peut causer, enfin... Tout ça. D'accord. J'ai plus rien. Ouais. Donc... Ouais, donc oui, t'as quelques séquelles qui reviennent, qui refont surface. Forcément, tu les auras toujours, je pense, tu peux pas ne plus jamais les avoir. Ouais, c'est quelque chose qui t'a marqué. Surtout après autant d'années, en fait. Mais non. J'ai atteint mon objectif qui était de rentrer pour me guérir. Et en même temps, j'ai réussi à faire quelque chose de nouveau pour moi, pour mon futur. Donc non, c'est une belle revanche, ouais. Ouais, c'est cool. C'est une belle revanche. Vraiment. Ouais, c'est cool. Et j'ai 2 questions qui me viennent en tête qui sont absolument opposées. Il y en a une, c'est... on revient un peu en arrière, c'était pour savoir, est-ce que tu penses
que le cadre dans lequel t'étais ou ton travail a impacté ou a une responsabilité dans le développement de tes troubles et de ton mal-être? Ou pas du tout? Tu penses que c'est totalement décorrélé? Non, 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 moi, pour moi, c'est décorrélé. Alors après, ça n'a pas aidé dans le sens où on parle beaucoup du corps. Mhm. Beaucoup de corps, beaucoup de régime, beaucoup de... Voilà, c'était l'atelier quand même, on mangeait tout le temps. Il y a toujours un mange dans l'atelier, toujours quelqu'un pour dire oh, moi je me mets au régime demain, moi il faut que je perde 3 kilos avant demain. Bref. Et en fait, moi c'était hyper malaisant pour moi, donc ça m'a pas aidé. Ouais. Mais C'est pas la cause. Mais pour autant, c'est pas la cause. D'accord. C'est pas la cause du tout. D'accord. Et le fait que tu aies pas aimé Paris? Peut-être que ça, par contre, ça a joué. Après, tu te sens pas bien, finalement. Tu te sens pas bien pour... je me suis pas sentie bien pour me dire que je pouvais peut-être guérir ici, en fait. Donc pour moi, ça participe, oui, ça participe, en fait. J'étais coupée de tout le monde et tout. Enfin, voilà, je savais que j'avais besoin de retrouver mes proches pour guérir. En fait, je savais au fond de moi que la solution, c'était ça. Je le savais au fond de moi. Ouais. Et notamment, récemment, t'as beaucoup voyagé. Ouais. Avec ta sœur. Ouais. Et moi, j'imagine du coup que ça a été des moments curatifs assez... à des boosts, on va dire, assez forts. Totalement. Ouais, totalement, parce que finalement, je suis rentrée à Lyon... Alors voilà, je me suis guérie en 1 an et c'est trop cool. Mais ça n'a pas toujours été tout rose. Hein. J'ai vécu des grosses périodes de dépression de nouveau très intenses. Et je dirais même que je pense avoir touché le bas cette année. Le plus bas que j'ai pu toucher en fait depuis toutes ces années. Hein. J'étais jamais allée aussi bas, je crois. Ouais. Et je suis vraiment repartie de très très loin cette année. C'est ce qui m'a propulsée en fait. Ces 2 voyages en font partie, surtout le premier. Parce qu'en fin de compte, voilà, j'arrivais de Paris et j'arrivais d'un moment où je sortais plus manger, où je partageais plus rien, ou ce genre de choses. Et là, fallait partir. Waouh, je vais manger quoi sur place? Parce qu'évidemment, c'est ça qui revient. Et je vais manger quoi? Et en fait, mais non, je serai jamais chez moi, je pourrai jamais cuisiner. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'était une montagne de stress énorme. Et j'étais dans un état avant de partir, je me suis dit, mais oh, c'est pas possible. Et d'un côté, je me disais, mais écoute, tu peux pas laisser passer ça en fait. Pourquoi? Parce que tu veux pas manger? Pourquoi tu peux pas? Enfin. Et j'y suis allée et ça a changé ma vie en fait. Tu peux donner les 2 destinations pour que tout le monde s'imagine du coup. Ouais, alors notre premier voyage était à La Réunion. On a fait La Réunion. Je suis partie sans réelle quête en fait, sans rien. Je suis partie Vous avez juste en profité vacances, à fond. voilà, pour profiter, pour voir. Je l'avais jamais fait, donc c'était trop cool. Et être avec ma sœur. Et en fait là-bas j'ai trouvé une partie de moi. Ouais. En fait, j'ai pas d'explication. Je me suis pris une tarte. Je sais pas, je me suis retrouvée face à des paysages qui étaient magnifiques et tout, et je me suis dit, mais... c'est super étonnant. Non, bah non, tranquille, t'inquiète, c'est hyper bien. C'est hyper bien. En fait, je me suis dit, mais comment, Chloé, tu peux gâcher ta vie à vouloir disparaître à ce point? Enfin, à quelle heure tu peux ne pas t'accepter et être qui tu es et accepter ce que tu as vécu et en tout cas le rendre légitime? Enfin, j'ai plein de questions comme ça qui me sont montées. Alors, c'était pas simple d'avoir ces questions en tête. Mais en fait, je me suis remise en cause, mais dans le sens inverse. C'était pas en mode remets-toi en question pour être une meilleure personne. Enfin, si, totalement. Mais pas parce que enfin... C'est pas l'image en gros, oui, je trouve que t'as ce comportement-là, essaye de te remettre en question pour être un peu plus... Moi, je me suis plutôt remise en question en mode, mais pourquoi, Chloé, est-ce que tu pourrais ne pas avoir confiance en toi? Pourquoi est-ce que t'as eu honte, Chloé? Pourquoi est-ce que t'as honte? Pourquoi est-ce que tu te sens pas légitime de parler de cette maladie? Parce qu'en fait, j'en parlais toujours pas à l'époque. J'en parlais pas, c'était pas ok d'en parler, c'était un tabou, c'était mes sentiments, je parlais pas de moi, c'était pas possible. Et en fait, ouais, je sais pas, je me suis retrouvée face à des paysages de fous.
Et, et juste, c'est ce qui me venait en tête, la nature et tout. Enfin, je sais pas. Je me suis dit, en fait, elle est tellement grande, c'est tellement beau. Et pourquoi moi, en fait, j'ai pas le droit d'exister, de profiter de tout ce qu'elle a donné, en fait? Pourquoi j'aurais pas le droit, moi, parce que j'ai honte ou parce que j'en sais rien, de moi aussi partir, en fait, visiter et vivre ces choses et pourquoi j'aurais pas le droit d'être, voilà, entre guillemets, comme tout le monde, enfin, partir Ouais. sans être soucieuse de ce que je vais pouvoir trouver, enfin, je sais pas, c'était tellement de questions qui, en vérité, pour moi, sont extrêmement importantes et ont fait en sorte que je me relève et que j'aille mieux, qui des fois quand je vais les raconter à d'autres vont me dire oui. Et donc Ouais. Et bon, ils sont pas mais passés par pour tout moi, ce que t'es passé. voilà, enfin pour moi ça voulait dire tellement de choses parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout raconté et on Ouais. racontera pas tout et en même temps voilà, hein, ça a duré au moins je pense 3 heures. Ouais. Puis, Mais ouais, c'est mêlé à tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'ai vécu en fait, c'est ça. c'est extrêmement fort. Le vécu, c'est la seule chose que tu pourras pas transmettre aux autres. Mm. Et pourtant, c'est 90% du voyage. La façon dont tu as vécu les choses, la perception que tu as eue, l'odeur, l'atmosphère, tout. C'est ça en fait, c'était Ouais. un mélange de tout en fait. Mm. C'est un mélange de tout, c'est pas juste ces questions-là, c'est tout. Mm. C'était un environnement, c'était un contexte, et puis ça m'a libérée en fait. Ouais. J'étais en voyage la personne que j'étais il y a des années. Ouais. Ben là, la Chloé qui mange, la gourmande et tout, qui goûte à toutes les spécialités, qui se pose pas trop de questions, elle était là quoi. Mm. Je me suis régalée, c'était incroyable, enfin voilà, c'était à tout point de vue. J'étais plus cette personne parce que finalement à Paris j'étais quelqu'un. Bon, en rentrant à Lyon, j'ai commencé à me redécouvrir, à travailler sur moi, etc. J'ai vite été bloquée finalement. Il y a eu ce voyage, ça m'a ouvert les yeux et là je me suis dit c'est comme si j'avais laissé une Chloé à Lyon. Mm. Donc encore une autre Chloé, donc il y en avait une à Paris, une à Lyon. Et là il y avait celle à La Réunion par exemple et je me dis oh là là pourvu que quand je rentre j'arrive à faire vivre les deux ensemble ou alors à ne plus retrouver celle que j'ai laissée avant de partir, je sais pas. Et en fin de compte ça a duré un temps, j'ai réussi à garder cette dynamique pendant un temps jusqu'au jour où de nouveau j'ai replongé. D'accord. Donc où j'ai bien replongé même et c'est à ce moment-là où je suis allée toucher le fond. Où je pense que même j'ai un peu plus creusé encore le fond d'ailleurs. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir mettre mes pieds par terre pour me propulser. Donc c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver d'être allée aussi bas. Ouais, d'accord. Puis de nouveau, on a fait ce second voyage. Donc en fait, je venais de. Pour moi, voilà, je venais de toucher le bas en avril. Où je voyais pas d'issue en fait. Et fin avril, début mai, il me semble, je sais plus comment ça s'est goupillé. On repartait en Guadeloupe, du coup, avec ma soeur. Mm. Et là, ça a été de nouveau l'expansion. Enfin, Ouais, d'accord. j'avais plus peur de partir et je me suis dit que là, j'allais retrouver de nouveau de quoi m'en sortir. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. C'est tout à fait ce qui s'est passé de nouveau une nouvelle fois. Et Du coup, t'es condamné à voyager tout le temps, finalement. du coup, ouais, c'est mon projet maintenant. Bah, il faut, c'est énorme. Parce que finalement, je me suis rendu compte que mon objectif de me soigner, il était là. Quand je dis soigner, c'est que je voulais vraiment retrouver toutes mes capacités physiologiques, les capacités de mon corps en fait. Hein. Pour être déclaré en bonne santé, c'est fait. Mentalement, c'est toujours un peu, merci. Mentalement, t'as toujours des moments qui sont plus ou moins cool, plus ou moins sympas. De toute façon, c'est normal. Hein. C'est pas toujours droit, même pour tout le monde, même pour quelqu'un qui n'aurait pas souffert de ces choses. Mais par contre, je me suis rendu compte que maintenant, c'était cool, j'étais guérie, mais j'étais encore pas tout à fait entière. Ou en tout cas plus entière, parce que passé un temps, je me suis bien trouvée, j'ai réussi à m'écouter, à m'entendre. Et là, de nouveau, je sens que je m'échappe. Et je crois que cette partie de moi, je la trouverai qu'en partant de nouveau. Et du coup, ouais, c'est un peu l'idée que j'ai encore pas vraiment abordée avec personne. Mais partir. Partir pour aller me trouver ailleurs. En fait, pour me trouver là où je me suis trouvée quand j'étais face à la grandeur du monde
à l'autre bout de la France, enfin à l'opposé de la France plutôt, parce que l'autre bout, voilà. Parce que oui, je suis quelqu'un de différent, mais je crois que je suis moi surtout ailleurs. On n'attend rien de moi ailleurs en fait. On n'attend rien de moi, on connaît pas mon histoire, on n'a pas de jugement sur moi, on n'a pas d'a priori. Et je pense que oui, c'est ce voyage-là que je veux faire, je veux aller me trouver ailleurs. Et donc c'est un projet auquel je pense de plus en plus là, pour bientôt, parce que je passe mon diplôme. Mon objectif c'est quand même de passer mon diplôme et de pouvoir exercer plus tard. Mais dans l'idée, je passe mon diplôme et je m'établis pas, je pars. Et je reviens après quand je me suis trouvée. Et t'as une idée un peu des destinations qui pourraient te faire rêver ou pas encore? Moi, je voulais faire la Thaïlande. Enfin, vraiment, moi, ça m'a toujours attiré. Aller voir Bali, Vietnam, tous ces pays-là. Mais en fin de compte, je suis fermée à rien. Quand j'étais lycéenne, j'avais... Quand j'étais lycéenne, j'avais fait un travail sur l'Australie et c'était les rêves de ma vie dans l'Australie, donc il y a des années. Puis finalement après je me suis pris de passion pour le Japon, pour l'Asie, etc. Donc c'était plutôt mon goal. Et du coup je me dis qu'en fait n'importe où j'irai, je trouverai une part de moi. Après tout dépend combien de temps tu pars, mais c'est faisable en un long voyage, tout ça. Mais c'est un long voyage que je prévois de faire. Eh bah, écoute, il n'y a pas plus simple mais j'irai partout du coup. Bah ouais, je sais au fond de moi, tout comme j'ai su le jour où je devais rentrer à Lyon, que c'était la chose que je devais faire pour aller mieux. Je sais au fond de moi, là tout de suite, que je réussirai à trouver ce que je cherche. Ouais, en Asie et aussi. Ailleurs, partout en fait. Je pense que partout où j'irai, j'aurai quelque chose à trouver de moi. Ok. Donc c'est une affaire à suivre. Ouais. Mais c'est devenu mon objectif en fait, maintenant. Je m'en fiche. Je m'en fiche du reste. Ouais. Non, ça m'inquiète plus. Ça m'inquiète pas de me dire qu'est-ce que je vais faire après. Est-ce que finalement je ferai carrière de diététicienne comme j'ai toujours voulu le faire pour aider les autres ou quoi. Enfin. Ouais. Ça m'inquiète pas. Oui, c'est ce que je veux faire, mais je me pose pas la question de après pour l'instant. Ouais. Ouais, t'as tes objectifs, c'est joli. Je réfléchis un peu comme toi. Je suis un peu comme toi à ce niveau-là, je trouve ça... moi aussi, là c'est la fin de mes études et je vais partir. Et pareil, on verra. Enfin, je trouve que c'est le meilleur moyen d'être content, de suivre ses envies, ses intuitions, sans se préoccuper du côté procédural qu'on nous impose, parce qu'au final, on a fini nos études. Et la procédure, la coutume voudrait qu'on ait un travail, qu'on s'installe et tout ça. Et c'est vrai que... je reviens un peu le premier voyage, comme tu as dit, pour ta première fois. Donc moi, je souffrais pas de maladie, mais c'est vrai qu'à Mions, donc j'étais à côté de chez toi, à Mions, j'avais l'impression d'être dans une bulle, à voir toutes les mêmes personnes, avec la même façon de penser, les mêmes choses. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient voyageurs, donc qui m'ont quand même ouvert l'esprit. Ouais, mais voilà, mais la première fois que je suis parti, donc je devais avoir 18 ans, 17 ans, je suis parti au Vietnam. Et pareil, j'ai eu un sentiment de liberté, de découverte. J'ai rencontré, que ce soit dans les hostels aussi, des gars qui venaient, je sais pas, d'Australie, ou tu vois, rien à voir avec le Vietnam, ou dans le Vietnam, les locaux, qui m'ont apporté des trucs où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là, à faire des études alors que c'est pas marrant. Bon, finalement, j'ai continué les études, mais en fait, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. C'est la réflexion aussi, mais en fait, pourquoi Pourquoi on nous dit de faire ça? Pourquoi en fait... Je sais pas, je trouve que on oublie totalement l'essentiel. On nous dit de faire des études, d'avoir un appartement, d'acheter un appartement. J'ai acheté mon appartement, je me suis jamais sentie aussi malheureuse de ma vie. Un appartement, il était grand, il était beau, il était comme j'avais envie. Mais je me suis jamais sentie aussi malheureuse de ma vie. Je veux dire, ça veut rien dire, le matériel, ce qu'on nous dit de faire. Enfin, faites des études, ayez un travail, ayez des enfants, faites ci, faites ça. Ouais. Mais en fait, on oublie qui on est. Et je crois que c'est ça le secret. Il faut savoir qui on est. Ouais. Là, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il y a des gens pour qui ce train de vie très cadré, qui est pas imposé, mais qui est insinué tout au long de notre vie, avec des étapes bien claires, finir les études, trouver un CDI, s'installer avec, rencontrer quelqu'un, se marier, avoir des enfants, ça rassure beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'il y a tous les autres spectres
de personnes qui vont favoriser la carrière, qui vont favoriser le voyage, qui vont favoriser je sais pas, un art créatif, les rencontres. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont favoriser d'autres choses à qui ça conviendra jamais. Au dépend d'autre chose. Exactement. Au dépend d'autre chose. Ouais. Je trouve ça terrible en fait de plus en plus. Moi maintenant, enfin je sais pas toi comment tu. Enfin, vu que tu penses de la même manière quand tu rencontres des personnes qui sont très carriéristes ou quoi, moi j'arrête pas de me dire. Alors non, c'est très bien pour eux en tout cas. S'ils s'y plaisent et que c'est ce qui les anime, moi je trouve ça génial qu'ils vivent justement ce qui leur plaît. Mais j'ai une part de moi qui me dit, mais en fait, est-ce que cette personne, elle s'était écoutée juste à un tout petit moment donné dans sa vie? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ce serait différent? Est-ce qu'elle serait partie aussi en quête d'elle-même ou d'autre chose? Enfin... Ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui vraiment n'en ont rien à faire de notre sens. Pour nous, c'est évident que les voyages, l'exploration, la curiosité, tout ça, c'est quelque chose au cœur de notre vie. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont fondamentalement rien à faire de tout cet aspect. J'ai rencontré des gens vraiment qui auraient pu voyager, tout ça, et qui l'ont pas fait. Ah, ça va fermer. Allez, voilà, bon, j'allais dire du coup. Jamais 203, hein. 104 même. Ah, c'est la 4e. Ouais. Bon, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, je pense que la caméra a trop chauffé. Ouais. De toute manière, et puis moi j'ai bien voilà. Enfin, on va aller se prendre un petit truc à manger. Et puis c'était un bel épisode, on a abordé des sujets très sérieux. Ouais. On s'est éloigné, on s'est décentralisé du côté voyage pour aborder des thématiques très compliquées, mais bon, l'Odyssée de l'Esprit, c'est des voyages aussi intérieurs. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est des cheminements, donc je suis ravi qu'on change un peu, qu'on parle de sujets qui sont plus sensibles et qui méritent d'être mis en avant et d'être traités. T'as un très joli parcours et je te souhaite de réaliser tous tes voyages prochainement. Merci. Est-ce que tu veux que potentiellement des personnes puissent te contacter? Je sais pas si jamais elles passent par les mêmes choses que toi, elles veulent des conseils, tout ça. Ouais, pas de problème. Avec plaisir. Je mettrai tes réseaux en description. Ok, voilà. Ça marche. Pour ce qui est de nous, je vais créer un compte Instagram qui s'appellera l'Odyssée de l'Esprit parce qu'on est pas mal. Je m'attendais pas à avoir autant d'engouement sur les différents réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, vous abonner, liker, et donc sur Spotify, sur Instagram, sur Apple Podcast et Podcast Addict, enfin tout ce qui s'ensuit. Merci encore d'être autant, j'attends vos retours et puis à la prochaine. Merci. Et de rien.